à tous, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ces nouvelles échappées belles qui surtout seront gourmandes. Cette semaine, je vous propose de découvrir avec moi une des plus belles régions de France, le Pays Basque. Bonjour Clémence. Bonjour Chef Anto, ça va? Ça va? Bon, bienvenue à bord de Woody. Merci d'être venu me chercher. Et surtout, bienvenue au Pays Basque. On m'a dit que ton activité principale, c'était de faire découvrir le Pays Basque d'une façon particulière. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est d'emmener les gens découvrir le Pays Basque un petit peu en dehors des sentiers battus à bord de combis Volkswagen des années 70. Moi, j'ai prévu d'aller de Bayonne jusqu'à Saint-Jean-de-Luz en passant par Biarritz pour aller à la rencontre d'artisans, de producteurs, en fait, de tous ces passionnés qui sont fiers en fait de la cuisine et du patrimoine gastronomique basque. Bon, je pense que là, c'est vrai que tu vas découvrir pas mal de choses aussi au niveau du patrimoine gastronomique. Parce que comme la culture basque, elle a toujours été énormément préservée, la gastronomie aussi, elle a toujours été préservée. Et je pense que ton road trip gourmand va te permettre de découvrir aussi des spécialités qui sont vraiment typiques d'ici. Ici, on dit Ongi Etorri Eko Alegrial. Bienvenue au Pays Basque. Bienvenue. L'identité d'une région passe aussi par ses saveurs. Est-ce que je peux vous faire déguster les gâteaux basques? Bien sûr, surtout qu'on est venu pour ça. Et au fur et à mesure, tous les 2 mois, il va prendre ce goût un peu sucré qui est propre au quinto. Celui-là, je crois qu'on va le goûter. Quand il s'agit de savourer les spécialités locales, Ça, c'est une charcuterie de thon. Pour moi qui suis très poisson, j'adore. Chef Anto est toujours volontaire. C'est du chocolat basque version Anto. On sent le caractère. C'est la première fois que tu montes sur un bateau. C'est la première fois que je monte dans un bateau et que ça bouge autant. Et si les produits ont du caractère, les producteurs en ont aussi. Le fromage, c'est le résultat, le travail entre la nature et les brebis et nous. Et oui, bien sûr qu'on est fiers. Mais... J'ai cherché depuis le début à poursuivre l'heure de mon père. Quand on a cette chance-là, c'est la plus belle des chances. Passé la trentaine, je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais dans ma vie de me lancer un sacré défi. Et donc j'ai décidé un peu de tout claquer et de me lancer dans ce projet et de planter du thé. Une échappée belle et gourmande avec Chef Anto. Le but, c'est de faire un tableau culinaire. Mais c'est une mise en scène de fruits, de légumes, d'aromates, de fleurs comestibles. Je suis curieuse de voir comment tu fais. Et à la fin du voyage, Pour remercier tous ceux qui m'ont fait découvrir cette belle région du Pays Basque, j'ai décidé de leur faire un plat avec des produits locaux, mais que je vais retravailler à ma façon. parce que la gourmandise est un bien joli défaut. Au Pays Basque, à ta venue. Oui. Ouais. Bienvenue au Pays Basque. Là, on est en plein cœur de Bayonne. Ouais, bienvenue à Bayonne. Donc sur la droite, tu retrouves la Nive, qui est la rivière emblématique qui se jette directement dans la Dour. Et puis là, tu vis un peu la carte postale. Tu as toutes les petites façades colorées des maisons typiques de Bayonne. Et toi, tu as toujours grandi au Pays Basque? Alors pas du tout. Moi, à la base, je suis rochelaise, mais je suis devenue, on va dire, basque de cœur il y a quelques années, il y a à peu près 6 ans. Et en fait, quand je me suis installée ici, j'ai eu un coup de cœur pour la région. Je connaissais déjà, je venais en vacances étant petite. Mais voilà, la culture, l'accueil, l'ambiance, c'est unique. Les paysages sont fous. Je m'y sens bien, ouais. Je suis ravie de pouvoir la faire découvrir aux gens. En tout cas, le Pays Basque que j'aime et qui me fait vibrer. Et voilà. Et je vois qu'il y a des couleurs qui reviennent beaucoup, dont le bleu, le rouge, le vert. C'est ça. Donc ça, c'est les couleurs de l'architecture basque. Et ça, c'est les couleurs officielles et obligatoires. On ne peut pas trop déroger ici, mais c'est pour ça que c'est si joli et que tu as une unité architecturale. Oui. Et ça, c'est lié au premier métier des Basques.
Donc à l'intérieur des terres, ils étaient principalement éleveurs. Donc ils habitaient dans ces grandes maisons qu'on appelle les etchés. Donc la famille vivait au premier et au deuxième étage et au rez-de-chaussée, tu avais l'étable. Donc l'été, ça attirait énormément les insectes avec le climat chaud et humide. Et donc du coup, ils utilisaient du sang de bœuf comme répulsif à insectes naturels. Du sang de bœuf, donc ils peignaient leur maison avec du sang de bœuf. Les huisseries, ouais, toutes les huisseries, c'était vraiment un répulsif à insectes. Et donc le vert et le bleu, c'est associé plutôt au métier des pêcheurs. Et donc ils y peignaient principalement les barques de bateaux de ces couleurs-là. C'était de la peinture qui reflétait la couleur de l'océan. Et donc ils protégeaient leurs huisseries, eux, avec ces peintures-là. D'où les 3 couleurs. Et donc là, on arrive sur la place forte de Bayonne, évidemment, c'est les Halles. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce qu'on peut goûter un peu de jambon de Bayonne, Allez, je fais s'il une vous petite plaît? chiffonade. Allez-y, je vous en prie. Merci. C'est bon. Ça fond dans la Ça vous bouche. plaît? Ouais. On a même comme si des petites notes de noisettes. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, C'est tout à fait. c'est bien très vu. très bon. Bon, alors, je te propose maintenant de découvrir une spécialité du Pays Basque, c'est le talo. Le talo. Alors pour ça, je vais te présenter Hugo et Ivan. Et bonjour, Qui ont- enchanté. C'est quoi le talo? Parce Alors, qu'on parle spécifique apparemment d'ici. Exactement. Le talois, c'est une galette de maïs, une spécialité du Pays Basque. C'est vraiment quelque chose qui est fédérateur ici au Pays Basque. Pour vous résumer, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de blé au Pays Basque, il n'y avait pas de pain. Les Basques étaient grands voyageurs, on ramenait d'Amérique du Sud notamment du maïs. Et c'était un peu le pain du Pays Basque. C'est pour ça qu'on écrit Euskal Herria, ça veut dire le pain du Pays Basque. Bon, on en parle, mais est-ce qu'on peut le voir, ce fameux talois? Allez, c'est parti. Et voilà mesdames, on égine. Un bon appétit. Merci beaucoup, hâte de goûter ça. Dégustez bien. Faites-nous des retours surtout. Ça marche. On échange. Adio Milesker. Adio. Bon, on va aller déguster ça sur les remparts si ça te dit. Oui. Là, nous sommes dans le vieux Bayonne. Alors en fait, à Bayonne, tu as 3 quartiers différents. Tu as le quartier Saint-Esprit qui est situé de l'autre côté de la Dour. Là, ici, on est dans le Grand Bayonne. Donc c'est le quartier qui est un petit peu plus commercial. Tu vois, il y a énormément de boutiques. Et c'est le quartier qui est un peu plus en hauteur. Si on traverse la Nive de l'autre côté, on est dans le petit Bayonne. Et pour le coup, là, c'est le quartier qui est beaucoup plus étudiant, beaucoup plus fêtard. Et là, c'est la cathédrale qu'on voit. Ouais, c'est vraiment un point névralgique de Bayonne. Elle a été construite à partir du XIIIe siècle. Et du coup, c'est une cathédrale qui est marquée par l'histoire de Bayonne. Parce que Bayonne, il ne faut pas oublier qu'elle a été anglaise pendant 300 ans. Bayonne était anglaise. Oui, voilà, tu as eu le mariage entre Aliénor d'Aquitaine et Henri de Plantagenet. Et du coup, Bayonne est restée aux mains des Anglais, entre guillemets, pendant 300 ans. Ici, les jeunes préfèrent Sébastien Chabal à Kylian Mbappé, quoi. Le Pays Basque, c'est vraiment une terre de rugby. Ici, on a 2 clubs emblématiques. On a l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique. Évidemment, ça castagne souvent, mais ça fait partie de l'esprit aussi. Alors, mon fameux petit talo. Bon appétit. Merci. C'est bon. Les légumes grillés comme ça, avec la sauce qui relève un peu, c'est top. Au Pays Basque. Au Pays Basque, à ta découverte de cette culture.
10h, 11h, Circuit bleu côté saveur sur France Bleu Pays Basque. On s'intéresse aux confréries ce matin qui sont, je l'ai expliqué tout à l'heure, en passe d'obtenir une reconnaissance au patrimoine mondial de l'humanité. On l'a dit, il y a une trentaine de confréries au Pays Basque, de la cerise en passant par le jambon de Bayonne, le gâteau basque. Comment vous l'expliquez, Manolo Alcayaga? Ça fait 31 confréries sur un tout petit périmètre qui ne représente même pas un département. Imaginez la richesse qu'il y a là, richesse gastronomique, richesse sociale et richesse aussi de gens qui s'engagent. Ouest pour les températures maximales aujourd'hui. Les traditions gastronomiques structurent la vie sociale des Basques. Pour eux, cuisiner et s'attabler est une vraie religion. Ils font des confréries sans le savoir. Ici, tout le monde aime faire la fête et manger. Et les deux sont complètement indissociables. Les circuits courts, ça existe depuis très très longtemps. Et on pratique les circuits courts et les gens ont vraiment l'habitude d'aller chercher leurs légumes chez le maraîcher à côté de chez eux, ou pas très très loin, parce qu'il y a quand même beaucoup de maraîchers. Donc je pense qu'on est précurseurs là-dessus. Sur les produits bio aussi, c'est 70 soit 80% des exploitations qui travaillent en bio. Et le bien manger fait partie intégrante de la culture de la population basque. La richesse culinaire du Pays Basque est liée à sa géographie, entre mer et montagne, où fourmillent les vallées isolées avec chacune leur particularité. Le vignoble d'Irouléguy illustre parfaitement cette diversité. Classé en AOC, il est l'unique vignoble du Pays Basque. Hop, hop, hop. Pour repérer la variété de raisin, qu'est-ce qu'on avait déjà dit sur le tanat, tu te rappelles ou pas? On a dit que les feuilles étaient gaufrées, donc en fait, quand tu regardes la feuille là, tu vois bien que du coup, il y a un gaufrage significatif. Du coup, ça fait une grosse feuille assez trapue. Cécile Sabat est vigneronne. Originaire de Biarritz, elle a décidé de se lancer dans la culture de la vigne avec son mari en 2011. 2 fois par semaine, elle ouvre son domaine aux visiteurs pour partager sa passion. Là, on est sur une grappe typique du tanat, puisque ça fait une grappe principale. Et sur le haut, on a 2 petits ailerons, en fait. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le tanat. On est dans le monde du vin. Alors, le monde du vin, les gens imaginent un chai, le vin, etc. Ce côté très clinquant. Nous, on est loin de ça. Mais ce qui nous paraissait être important, c'est que les gens n'oublient pas qu'une bouteille de vin, c'est un agriculteur qui est derrière, ou une agricultrice, et c'est une culture. Aller dans la vigne, c'est mieux comprendre le produit fini. La partie touristique a son importance et c'est vrai qu'on touche essentiellement des personnes qui sont là en vacances et qui ont envie de faire une découverte du Pays Basque, mais une version un peu gastronomique du Pays Basque. Le Pays Basque est devenu en quelques années une destination gastronomique incontournable. Les chefs rivalisent d'inventivité pour revisiter la cuisine basque. Pascal Echevarria a été sacré champion du monde de pincho en 2019. Le pincho, c'est un plat en miniature. Alors là, je vais vous faire le pincho qui a été sacré champion du monde en 2019 à Valladolid. Donc c'est un croque avec une joue de bœuf, façon un petit peu bourguignon, et qui est cuit longuement. Et là, je vais venir rajouter une purée de carottes passion et le jus bien sûr des joues, mais très très corsé. Au départ basque-espagnol, le pincho se déguste aujourd'hui aussi côté français. Au Pays Basque, on a une grosse énergie avec beaucoup de jeunes qui arrivent, qui proposent du pincho. Et que ce soit côté français ou côté basque-espagnol, c'est la même chose. Ils sont très imaginatifs, mais c'est bien. C'est très régional, effectivement, c'est un état d'esprit. Le pincho, c'est un partage, accompagné toujours d'un bon vin. C'est devenu et ça restera un incontournable du Pays Basque, évidemment. Alors
Bayonne, c'est aussi la capitale d'une spécialité. C'est le chocolat. C'est la capitale du chocolat en France. Et en fait, c'est les Juifs portugais qui, du coup, maîtrisaient ce savoir-faire côté espagnol. Ils ont été chassés. Ils se sont installés dans la première ville de l'autre côté de la frontière, tout simplement à Bayonne. Et ce que je te propose, c'est d'aller rencontrer Cyril et Ronan. Eux, ils maîtrisent vraiment l'art du chocolat. Ils travaillent le chocolat de la fève jusqu'à la tablette. Ils vont nous faire découvrir tout cet or noir qui est vraiment la spécialité du coin. Je ne sais pas si tu commences à sentir un peu les odeurs de chocolat. Tiens, allez, vas-y, je t'en prie. Merci. Bienvenue chez Monsieur de Chocolat. Bonjour, bienvenue. Je te présente Ronan, chef Fanto. Enchanté. Enchanté. Et Cyril. Salut. Bonjour. Enchanté Cyril. Bonjour. Je viens d'apprendre que Bayonne, en fait, est la capitale du chocolat en France. Exactement, il y a une histoire un petit peu singulière entre le cacao et Bayonne qui date du XVIIe siècle. Donc l'idée, ça a été de s'appuyer sur ces traits un petit peu historiques et cette histoire pour remettre une transformation de cacao dans les remparts de Bayonne. On travaille le produit brut et on le montre, voilà, on montre cette transformation de la fève de cacao en chocolat. On a besoin de main d'œuvre. Je suis là. Avec nous pour faire tout ça. Avec plaisir. Allez, moi, je te laisse découvrir, je connais déjà. D'accord. Pour la première étape, ça va être la torréfaction. En fait, la torréfaction sert à révéler les arômes complètement du cacao. Bah, moi, je connais les fèves de cacao parce que quand on était enfant, notamment au Gabon, mon père, il nous en ramenait, mais on suçait. En fait, la fève avec la pulpe blanche, mais après, une fois qu'on avait sucé toute la pulpe, on jetait justement ces noix-là. Un chocolat à 70% aujourd'hui. 70% signifie qu'on a 70% de produits bruts. Voilà, on va mettre 62% de fèves de cacao pelées. On va rajouter 8% de beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est la matière grasse qui est contenue naturellement dans la fève. Et le reste étant du sucre. Je sens que tu es très passionné par le chocolat. Comment tu es tombé dedans? Moi, de la famille dans l'hôtellerie, dans la restauration, des mamies qui cuisinaient beaucoup. Donc déjà très attiré par la table. Donc j'ai attaqué de la cuisine et après de la pâtisserie. Et dans la pâtisserie, j'ai découvert le chocolat. Et donc je me suis passionné pour la matière. Et après, je me suis passionné pour comment on faisait cette matière. T'as combien de quantité là, il y a 1715 grammes. 1715, c'est très précis. Ouais, attention, là, c'est la NASA. Donc on a notre chocolat, mais il manque encore une étape, qui est le conchage. Là, le chocolat va tourner 2 jours pour essayer d'arrondir les notes un petit peu cacaotées et surtout chasser les acidités. Quand on a notre chocolat et tout ça, on va travailler dans ce laboratoire-là, où là on va venir apporter toute l'aromatisation, tous les fruits secs, les inclusions, tous les produits qu'on va mélanger avec nos chocolats. Donc là, tu me laisses entre les bras de Ronan. Exactement, c'est ça, pour la confection de la tablette. Donc, pour réaliser la tablette de chocolat, on a besoin de refroidir le chocolat, la cristallisation. Pour cristalliser le chocolat, il faut le ramener à une température de 31 degrés. Parce que quand il sort en cuve, il sort à combien? 55-60. Ah oui. La température est bonne, nous pouvons y aller. Ce que j'aimerais tester, c'est plutôt le sel, le piment et les pommes acides basques. Très bien. Une jolie petite pincée, c'est pas mal. 2 piments. Le piment aussi. Voilà. J'aurais tendance à mettre un peu plus de piment. Parfait. Une fois qu'on a tout mélangé, on va venir le mettre dans le moule. Parfait. Donc on va le mettre quelques minutes au réfrigérateur. Juste quelques minutes? Juste quelques minutes. Ah, ben Cyril, Clémence, j'ai fait du chocolat. Donc, stop. C'est du chocolat basque version Anto. Allons-y. On le sent, le caractère. Donc il y a du sel, de la pomme acide d'ici, et puis du piment d'Espelette. Bon, j'ai un peu mis du piment, hein.
Un peu beaucoup. Je suis tombé sur la partie avec le piment. Et moi, je suis tombée sur la partie avec le sel. Non, c'est très bon. Moi, j'ai un peu tout, c'est très bon. C'est très bon. C'est un chocolat de caractère. Oui. On est en Pays Basque en même temps. Une tablette de caractère. Merci de m'avoir ramené ici. Merci à vous deux. Et puis, Bonne continuation. Oui. À Saint-Pé-sur-Nivelle. Et je t'emmène à Saint-Pé parce qu'on va découvrir une autre spécialité du Pays Basque. Ah, une spécialité sucrée. Est-ce que tu as une petite idée? Ah, le gâteau basque. Évidemment. Alors ici, c'est une institution. Hein. Ici, on appelle ça Biskota Etxeko, qui veut dire gâteau maison. Et alors, on dit au Pays Basque qu'il y a autant de recettes de gâteau basque qu'il y a de maison. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de goûter surtout. Bonjour. Ça sent très bon ici. Eh oui. Est-ce que je peux vous faire déguster les gâteaux basques? Bien sûr, surtout qu'on est venu pour ça. C'est donc soit à la cerise, soit à la crème. Merci. Alors, c'est super, c'est très fin. On a juste la pointe de cerise, mais c'est vraiment ce qu'il faut. J'ai tout mangé. Hein. Ah. J'aurais pas cru. Du coup, la crème. Merci. Elle est très parfumée, cette crème. C'est très réussi, parce que réussir à faire la crème pâtissière comme ça, sans que ça ne mouille, parce que c'est toujours croustillant en haut et en bas. C'est quoi votre recette? Alors, je ne vous donnerai pas la recette. C'est secret de famille. Voilà, exactement. Mais par contre, mon mari est en train d'en monter justement derrière. Je peux vous y accompagner, mais sans donner la recette. Peut-être qu'avec mon œil de cuisinière, je vais peut-être décerner des choses. Peut-être, Manu. Bonjour, mesdames. Bonjour. On est venu percer un peu les secrets. Oui, alors les secrets, on ne vous les donnera pas, mais on peut vous montrer comment ça se passe. Je fais partie de la 6e génération qui fait ça. C'était le grand-père de ma grand-mère et son père qui se sont installés ici. Ils ont fait du pain et les gens de Saint-Pé-sur-Nivelle leur amenaient le gâteau basque parce que ça se passait comme ça, le gâteau basque de chez eux à cuire. Et ça leur a donné l'idée d'en vendre en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors maintenant, on va, pour marquer le gâteau à la cerise, on va le marquer. On fait 7 traits chez nous. C'est pour marquer les 7 provinces du Pays Basque. Voilà. Est-ce que tu les connais, les provinces? Non, je ne connais pas. Moi, je les connais. Alors, c'est... Le Labour, la Basse-Navarre et la Soule pour le côté français. Et le côté sud, c'est le Guipuscoa, la Navarre, l'Araba et la Biscaye. La Biscaye. Il faut me les passer vite avant que le four refroidisse. Très bien. Et voilà, c'est parti. 48 minutes pour les cerises et 55 minutes pour les crèmes. Ouh là là, ah, mais je vois que vous avez bien travaillé. Nos premiers gâteaux basques. Bravo. En plus, je vais en prendre. Attends, on veut bien? Ouais. Merci beaucoup pour cette belle dégustation. Bon séjour. Merci, au revoir. Ah ben voilà les petits, voilà. On cherchait tout à l'heure. C'est le seul porc qui a des pieds plats et des pieds un peu écartés comme ça. Parce qu'il est adapté à la montagne, voilà. Ce qui fait la fierté de Catherine Oteiza, c'est le porc Quintoa. Les paysans venaient en transhumance dans la vallée des Aldudes. Donc les rois de Navarre reprenaient un porc sur 5. Ça s'appelait le Quintoa en fait. En tout cas, c'est grâce à cette histoire ancienne que notre AOP elle s'appelle Quintoa.
on a la chance d'exporter cette viande de Quintoa toutes les semaines à Tokyo. Et donc nous, ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on se dit on est dans notre petite vallée des Aldudes ici, à la montagne, dans un village 300 âmes. Et on a notre cochon qui est sur une table étoilée. Je suis belge d'origine, je suis venue comme infirmière ici dans la vallée. J'ai connu mon mari qui a la capacité de fédérer les agriculteurs, les paysans autour de nous et de fédérer à une cause, une belle cause, quoi, une cause de renaissance de race. Alors, elles vont faire 2 naissances par an. C'est 2 naissances. Voilà. Le porc basque a bien failli disparaître. À la fin des années 80, il ne reste plus que 25 truies et 2 mâles. Pas de quoi décourager Pierre Oteiza, le mari de Catherine, qui décide avec l'aide d'une poignée d'éleveurs passionnés de le réintroduire au Pays basque. Aujourd'hui, la famille Oteiza est à la tête d'une exploitation de 400 cochons. 3e jour, ils sont dehors et après, ils sont toujours à l'air et en liberté. Allez. C'est un porc qui est très calme, voilà, facile à élever. Va là et va à gauche. Dans toutes les étapes, il faut qu'on prenne le temps de l'élever, le temps ensuite pour l'affiner et même pour déguster. C'est important de prendre le temps, de sentir, voilà. C'est le porc basque. Je pense que le mot-clé du porc basque, c'est le temps. Pierre a réussi son pari. Le Quintoa a gagné ses lettres de noblesse. C'est aujourd'hui une appellation d'origine protégée. Près de 80 passionnés l'élèvent et le transforment. Portés par l'enthousiasme de Pierre, ils gèrent ensemble un séchoir collectif. 45 000 jambons y sèchent en permanence. Les jambons, à l'air libre pendant 24 mois, profitent des vents du sud et des courants océaniques, comme dans les cuisines d'antan. C'est la phase d'affinage qui va donner au jambon son goût unique. Alors là, on va sonder le jambon. Voilà, entre l'articulation et ici, on va sonder la veine. Voilà, là, on a le baromètre du jambon. Bon, celui-là, il n'est pas fait encore, il lui faut 4 mois à peu près, comme ça, hein, Mais au fur et à mesure, là, tous les 2 mois, il va prendre ce goût un peu sucré qui est propre au Quintoa. Les arômes de noix et de sous-bois du porc Quintoa ont séduit le chef Cédric Beaudour. Installé dans les Aldudes, travailler ce produit local d'exception était pour lui une évidence. Un plat à base de truites de banca, de filets de truites de banca, de jambon de Quintoa, gelée de cidre et petites roquettes fraîches par-dessus et un petit peu de piment. Le porc de Quintoa ne se travaille pas forcément qu'en charcuterie parce que ça a beaucoup de goût. C'est une viande très persillée qui est très goûteuse. J'aime le travailler le plus simplement possible pour qu'on retrouve vraiment son goût authentique. On va faire 12. Au menu du Quintoa sous toutes ses formes. Burger de jarret cuit en pot-au-feu et ribs marinés. Ce soir pour Cédric, l'enjeu est d'importance. Il reçoit à sa table Catherine et Pierre Oteiza. 14 heures. 14 heures de cuisson à 67 degrés. C'est pour que le gras fonde bien dans la viande. Voilà. Et le gras, bonne dégustation. Bon appétit. Cédric peut être satisfait. La tablée semble plutôt enthousiaste.
Bonjour Anthony. Bonjour Anto, ça va? Ça va très bien. Tu veux un café? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors on a un gros programme aujourd'hui, on va aller voir mon ami Antoine, Pays Basque Béarn, il est vraiment à la limite à Monin. Il fait un travail exceptionnel sur les vins blancs, on va aller voir mes restaurants et surtout on va se balader en moto. Je t'ai amené un casque, une veste, et comme ça tu vas pouvoir venir avec moi découvrir les magnifiques paysages qu'on a aux alentours. J'ai jamais fait de moto, donc, mais je suis partante pour la balade. On est parti chez Antoine. C'est splendide par ici. C'est pas mal, hein? Ouais. Là, on est vraiment à l'intérieur, des beaux paysages. Là, il n'y a pas de monde, donc c'est un petit peu l'inverse que tu vas voir sur la côte aussi aujourd'hui. Tu as beaucoup voyagé et tu as décidé de te baser ici. C'était du voyage-travail, hein. Je travaillais dans les grands restaurants un peu de partout dans le monde, mais j'ai fait la Norvège, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, l'Asie. J'ai beaucoup aimé la Nouvelle-Zélande et là, tu vois, on est sur un paysage qui ressemble beaucoup à ça. Donc avec les moutons, de la verdure, et on a un climat qui est extraordinaire aussi, sans faire trop chaud, tu vois. Il y a une biodiversité qui est géniale et nous, notre métier de tous les jours avec ces paysans-là, on aimerait que ça reste pendant encore des siècles comme ça. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec tous ces beaux produits et ces gens qui respectent la terre, en fait, tout simplement. On y va? On y va. Allez. Salut Antoine. Salut Antoine. Ça va bien? Ça va et toi? Alors Antoine, bienvenue. je te présente Bonjour. Anto. Bonjour. Ça va? Antoine, Ça va, vigneron. ouais. Oui. Très bel espace. Oui, n'est-ce pas? C'est celui du château Laffitte qui existe là depuis des siècles. Et on essaye de perdurer cette belle histoire. La façon qu'on a de faire les vins, elle peut paraître un peu parfois en contradiction par rapport à ce côté très traditionnel, très embelli d'un château. Mais en même temps, on fait des vins qui sont des vins de conviction, issus d'une viticulture durable. Et ça, c'est des choses que j'ai plaisir à partager. Bon, je suppose que toi, tu connais le domaine, mais moi, je veux bien visiter. Avec plaisir. La vigne pousse à une vitesse fulgurante cette année. Ça reste humide, hein, c'est pour ça que c'est si vert aux alentours. On a toujours énormément de fraîcheur dans nos vins grâce à cette humidité aussi, quoi. Quel type de vin tu fais ici? C'est des raisins blancs qu'on a, donc on fait beaucoup de vin blanc. Bienvenue. Ah, on dirait des œufs. Des œufs qu'on couve ici, qu'on bichonne. Ce sont des œufs de vinification qui sont en béton et qu'on a choisi avec Anton. Là où la barrique ou même les jarres en terre cuite viennent toujours un peu imprimer le vin, le béton a cette neutralité qui fait que les seuls arômes qu'on a sont ceux du raisin et uniquement du raisin. On a l'impression que c'est simple, mais en fait de faire un vin naturel c'est encore plus compliqué puisque tu n'as pas le droit à la chimie. Donc il faut que tu anticipes tous les problèmes que tu peux avoir. C'est très stressant. Avant que le vin soit ici, il y a un énorme travail en amont pour faire ce genre de produit, quoi. L'ancien chai qu'on a transformé pour pouvoir faire un espace agréable de dégustation et de fête encore une fois. Je rebondis quand même sur l'étiquette, parce que habituellement dans les vins traditionnels, on a pas mal d'informations. Et là, il n'y a rien, juste 1 litre. C'est un peu l'idée d'essayer d'être dans l'expression uniquement du vin et de ne pas raconter de fausses histoires derrière. Alors là, je sens des arômes de fruits jaunes un peu. Oui, parce que c'est un vin relativement jeune, mais c'est vrai que l'attaque est quand même franche. Ah oui, tout à fait. Et on a une certaine acidité, mais qui je dirais, avec un peu de rondeur. Et donc le raisin, c'est pas exprimé comme d'habitude, et on l'a cueilli à maturité.
mais avec une très belle acidité, une pointe qui nous donne une longueur incroyable sur ce millésime, c'est génial. Merci beaucoup. À bientôt, dans les assiettes et dans les verres. C'est incroyable la vue là. Ouais, là on est au centre de Biarritz, donc tu surplombes un petit peu tout le centre. C'est l'endroit ultra touristique, mais toujours assez préservé. C'est un petit village quand même. T'aimes bien te retirer dans les terres, mais tu travailles près de la mer. Ouais, c'est ça. C'est assez sympathique pour les yeux de voir tout ce paysage, tu vois, à quelques minutes du restaurant. Donc c'est tous les lieux un petit peu mythiques de Biarritz, le casino, le Grand Palais, jusqu'au phare, les rochers à gauche, puis cette jolie plage en plein centre de la ville. C'est impressionnant ces gros rochers qui sont plantés là au milieu. On dirait presque des œuvres d'art. On se rend pas compte parce que de l'extérieur ça a l'air tout petit, mais quand on rentre c'est grand et c'est super la verrière. Ouais, on voulait un lieu discret, on voulait que les gens aillent chercher ce lieu. Je vais te montrer quelques plats qui sont un petit peu signature et que les gens nous demandent et redemandent. Donc la pleine saison, hein, la bonite de ligne qui démarre, elle vient de Cap-Breton, donc là, une criée qui est à 30 km, même pas d'ici, avec les petites fraises roulées dans un vin oxydatif, et puis au fond une petite huile d'olive albecquina avec une autre tomate fermentée. Donc des anchois fumés, des anchois salés, une belle petite pâte très fine avec un peu de maïs. On va vraiment s'adapter tout le temps à la nature, à nos pêcheurs, c'est vraiment la base de notre métier, mais c'est surtout la seule façon de concevoir le métier pour nous. C'est très beau visuellement, en tout cas ça donne envie. Ça c'est une charcuterie de thon. Une charcuterie de thon, je ne connaissais pas. On est sur le cœur de thon, passé au sel et séché 4 mois en séchoir naturel. C'est charcuterie de la mer. C'est bon cette texture, c'est fondant. Il y a le salé qui est là, mais pas un... Oui, pas trop salé. Pour moi qui suis très poisson, j'adore. Bon, on prépare les petits légumes à... Ça c'est quoi comme légumes? Alors là on est sur des asperges sauvages. Puis on a des haricots pourpres en ce moment, ouais. Super haricots pourpres, c'est la première fois que j'en vois. Haricots pourpres, ils sont magnifiques, ils sont assez fins en plus, c'est très peu filandreux. On va passer tout ça à la braise, très rapidement. Là, ouais, on part grosse intensité de feu, on va saisir vraiment le légume. Puis bien sûr, on va le garder croquant. Le goût de barbecue là, c'est bon, hein. J'ai souvenir que ma grand-mère elle cuisinait beaucoup au feu de bois. Il y a toujours ce parfum qu'on a au feu de bois qu'on ne retrouve pas sur un autre il y a toujours ce parfum de vacances, moi je trouve. Donc là, on va juste se cuire ce filet de poisson, pareil, au feu de bois. Hein. Dans notre autre ustensile là, on va répartir les petits champignons. Tu sépares toujours légumes et le poisson ou la viande? Très souvent, comme ça on met vraiment en valeur le légume et puis on a le poisson d'un autre côté. On peut parler vraiment presque deux produits différents et puis on peut manger l'un, l'autre, les deux ensemble. On n'a pas de poivre, donc en ce moment, tu vois, on est en pleine saison des capucines. Je te propose de goûter, je pense que tu connais, mais ce côté poivré un petit peu relevé. Donc on va venir les déposer un petit peu là pour relever encore. Bon, c'est pas tout, mais on goûte ça quand même. On va quand même goûter si c'est bon et si ça te plaît. La raie là, avec farine de maïs, t'as un petit goût de popcorn grillé. On a vraiment ce goût et même l'odeur, ce maïs, c'est extraordinaire. En tout cas, le travail est bien fait. Merci. Au détour d'une colline, à l'abri des regards, se cachent des plantations que l'on ne s'attend pas à voir au Pays Basque. En 2020, Miquel Esclamadon a décidé de se lancer dans une culture inédite pour sa région, celle du thé. Il s'est installé sur un terrain mis à disposition par la mairie de son village. Des terres acides dont aucun agriculteur ne voulait. Et pourtant, cette ancienne fougeraie s'est avérée idéale pour cultiver le thé. Au départ, quand je suis arrivé ici, c'était une vraie fougeraie avec des fougères à plus de 2 mètres de haut. Ça fait sens finalement de garder cette plante qui est locale.
Je la laisse pousser entre les rangs afin de garder déjà de l'humidité et de la chaleur. Donc elle me crée un microclimat chaud et humide pour les théiers, et les théiers adorent ça. Et à l'automne, du coup, je la fauche, je la broie et puis je la ramène sur le plan et en fait elle me sert de paillage. Mickaël travaille en biodynamie et tout à la main. Il cueille une par une les feuilles de thé. Je me contentais de récupérer uniquement le bourgeon et la première feuille. Voilà, c'est vraiment là que l'on retrouve le concentré du thé. Et même en termes de qualité, c'est le top. Le thé, c'est vraiment l'éloge de la lenteur, quoi. On est souvent sur des récoltes en thé sec, fini, entre 50 et 100 grammes pour une matinée de travail, quoi. Donc voilà, donc on apprend à prendre le temps et à ne plus regarder trop la montre parce qu'on se cale plutôt au rythme de la plante et du thé. Cette année, Mickaël pense récolter 2 kilos de thé. Une production encore confidentielle qu'il espère développer dans les 10 années à venir. C'est toujours un pari assez osé, oui, parce qu'on n'est toujours pas certain du type de production que l'on aura, si la plante va s'acclimater comme il le faut. Les plants ont 2 voire 3 ans pour certains en terre. Ils ont très bien supporté les gelées tardives, ils ont très bien supporté la canicule, donc pour l'instant les voyants sont au vert. Pour Mickaël, tout a commencé lors d'un voyage aux Açores. Il y a découvert des plantations de thé à flanc de montagne, tout près de la mer. Et pour lui, c'était une révélation. Passé la trentaine, je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais dans ma vie de me lancer un sacré défi. Et donc j'ai décidé un peu de tout claquer et de me lancer dans ce projet et de planter du thé. Je ne suis pas issu de famille de paysans, même si c'était un rêve depuis tout gamin, n'ayant pas de terre, c'était compliqué. Et puis voilà, le thé dans son ensemble est devenu une vraie passion. C'est même difficile d'expliquer, quoi. Moi, je suis attiré par les feuilles et par les plantes, et puis voilà, c'est ce qui me satisfait et qui me donne du plaisir. Aujourd'hui, Mickaël a rendez-vous avec Peyo Elgorriaga. Ce dernier gère une des grandes maisons de thé à Saint-Jean-de-Luz. Mickaël lui fait goûter ses dernières créations. C'est un thé vert façon chinoise, torréfié. Donc on retrouvait la liqueur un peu plus dorée qu'un thé japonais qui est plus sur la couleur verte. C'est ça. Oui, c'est un thé d'une grande finesse. Une liqueur très légère. Quand Peyo Elgorriaga a entendu parler pour la première fois de Mickaël, sur de l'artichaut et il a absolument voulu le rencontrer. On garde quand même ce côté végétal, artichaut. Mais... Ouais. Jamais j'aurais pu imaginer que du thé puisse être planté et poussé au Pays Basque. Et là, très peu de temps après, on voit déjà que le pari est réussi, quoi. Il y a une vraie spécificité sur ce thé et il rivalise avec des grands jardins qu'on a l'habitude de proposer à nos clients. Passionné, Mickaël veut faire connaître son thé au plus grand nombre. Et pour cela, il a eu l'idée de travailler avec la chef Amaya Castoren. Je t'ai amené du coup les feuilles fraîches qu'il te fallait là, pour la recette. Donc voilà, ramassez là juste avant de venir. Et bien on va les préparer. Alors, là on va laisser les abricots 6-7 minutes pocher en fait et s'imprégner des saveurs du thé. La chef a imaginé des plats où le thé est à l'honneur, comme un crumble au thé et à l'abricot. Je ne sais pas si c'est comment d'utiliser les feuilles fraîches de thé. Vraiment comme ça dans de la pâtisserie, dans du gâteau, non? Là, je trouve que c'est intéressant dans le dessert parce que c'est vrai que les feuilles, ça amène un côté très végétal. Ouais. On sent l'odeur. J'ai voulu travailler avec le thé de Mickaël parce que tout ce qui sort un peu des sentiers battus, ça m'intéresse d'habitude. Donc là, c'était une opportunité très intéressante. Dans nos sociétés occidentales, on n'est pas très habitué à travailler les herbes en infusion en cuisine en fait. On le fait beaucoup plus en Asie. Et c'est vrai que ça apporte
Un panel de saveurs auxquelles on n'est pas habitué. Le thé, en général, ça peut être des goûts plus suaves ou plus fumés. Et ça, c'est très intéressant en cuisine, je trouve. C'est frais, c'est pas sucré. C'est très bon. L'essai est concluant. Michael espère qu'à l'avenir, de nombreux chefs cuisineront ce nouveau produit local qu'est le thé du Pays Basque. C'est la première fois que tu montes sur un bateau? C'est la première fois que je monte dans un bateau et que ça bouge autant. D'accord, ok. Bon, habituellement, c'est plus calme. Alors Alice, là, on est dans ton bateau de pêche. Oui, alors on est dans mon bateau. Enfin, c'est celui que j'ai avec mon compagnon, Stéphane. On s'est rencontrés sur le port de pêche et puis on a eu un petit garçon. Et par la suite, en fait, comme il n'avait plus de matelot et que moi, j'avais envie de reprendre la pêche et puis on avait envie d'être tous les deux aussi, on s'est mis à travailler ensemble et puis bon, ça fonctionne bien, quoi. On va voir s'il y a du poisson. C'est pas pour faire genre, mais en général, je porte bonheur. Quand je suis là, il y a du poisson. Alors ça, c'est un merlu. Voilà. Il est beau, hein? Il y a un rouget. Ah ouais, il est beau. Effectivement, tu portes peut-être chance, hein? Est-ce que tu as vu une évolution en 10 ans sur la quantité de poissons ou le type de poisson que tu pêches? Alors oui, effectivement, j'ai vu la différence. À l'époque, moi, je trouve qu'on pêchait quand même beaucoup plus que maintenant. Pour toi, il y a moins de poissons à cause de la surpêche ou bien c'est le changement climatique qui fait qu'il y a moins de poissons? Alors, le changement climatique, il peut jouer un peu, mais pour moi, c'est la surpêche. Vraiment, c'est ces gros bateaux usines là qui viennent et qui font des carnages. Ça devrait être interdit et puis encore plus interdit aussi près des côtes. Et malheureusement, nous, on le ressent par la suite, quoi. Alors ça, c'est un petit taco. Je commence à être vraiment barbouillée. Alors, je sens que je vais vomir. Ah. Franchement, c'est dur. Hein. Ah, il y a une bonite. Waouh! Jolie bonite. Je t'ai dit, je porte chance. Très bon, la bonite. Elle est belle, hein? Elle est jolie. Et toi, Stéphane, depuis combien de temps tu fais ça? Bon, moi, ça fait 35 ans. 35 ans? Ouais, j'ai 20 ans de plus qu'Alice, moi. Et ça fait que 10 ans, ça va faire 10 ans que j'ai mon bateau, sinon j'étais matelot avant. Et 35 ans, jamais eu le mal de mer? Si, ça arrive d'avoir le mal de mer, mais quand on fait l'apéro la veille. Bon, ben là, on a terminé donc le filet. Et on va aller voir la côte. Et après, on repart sur la terre ferme. Et après, on repart sur la terre ferme. On ira à la criée. Voilà. Ça va mieux quand ça avance quand même, non? Ça va mieux. Ça, c'est ton petit coin de paradis. Alors oui, la Viténia, c'est très très joli. Il y a un petit spot de surf. Ici, on travaille aux algues aussi avec les bateaux. Qu'est-ce que tu entends par travailler les algues? Alors en fait, ici, on a une algue que l'on ramasse, c'est l'agar-agar. Donc on s'en sert en cuisine. Et en fait, elle s'arrache toute seule à l'automne avec la houle et le mauvais temps. Et elle vient s'amasser dans ces trous, donc ici à la Viténia. Et on vient avec les bateaux, on vient ramasser les algues. Et après, on les débarque au port et ça part à des usines espagnoles où ils font la transformation.
Bah alors là, du coup, j'ai réservé 2 poissons pour tout à l'heure pour qu'on aille le cuisiner à la guinguette. Donc on a 2 jolis merlus. On le met de côté? On le met de côté. Bon, mais là, tu vois, on est en train d'arriver sur la guinguette des Romardis pour cuisiner notre poisson chez Nathalie. Donc on est toujours à Saint-Jean-de-Luz. On est toujours à Saint-Jean-de-Luz, oui. Bonjour Nat. Chef, Oui. et Alice, ça nous livre le poisson. Voilà, je t'emmène 2 jolis merlus. Bonjour. 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 Alors, le je beau te poisson. présente Chef Anto. Bonjour Chef Anto, Enchanté. bienvenue dans cette cuisine. Voilà, mais 2 jolis merlus qu'on a pêchés ce matin. D'accord. Donc, je te l'amène pour que vous fassiez vos recettes. Donc, toi, un merlu à l'espagnol. Eh bien, d'accord. Et ben moi je propose de cuisiner le merlu d'une autre façon. Comme ça Alice pourra goûter les 2 versions. Avec plaisir. Super. Je vous laisse à vos fourneaux et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup Alice pour Bon ce beau courage. poisson. Alors, moi, je vais essayer de le présenter à l'espagnol, comme les gens d'ici le font depuis des années et des années. C'est-à-dire que je vais ouvrir le poisson, tout simplement, et le mettre au four. Et après, je vais mettre de l'ail que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive, et après avec du vinaigre de cidre, et que je vais mettre dessus une fois qu'il va être cuit, avec du piment d'Espelette et du persil, tout simplement. Alors moi, C'est ce bien. que je propose de faire, c'est de le cuisiner un peu comme je faisais avec ma maman et ma grand-mère et mes tantes là où j'ai grandi. Et d'où viens-tu en fait? Alors moi, je viens du Gabon. D'accord. Et on a une manière bien particulière de cuisiner le poisson qui est un peu commune à plusieurs pays d'Afrique. D'accord. C'est de faire une sorte de pâte de condiment qui est D'accord. à base d'herbes, d'oignons, d'ail. Et cette pâte, une fois qu'on a coupé en morceaux, donc en darnes, on va mettre la pâte de condiment à l'intérieur. Alors traditionnellement, on peut le frire, mais on peut aussi cuire à la plancha et finir tranquillement au four. D'accord. Bon, eh bien, allez, on va essayer tout ça alors. Bah oui. La pâte de condiment qui sent le soleil. Ça sent très très bon. C'est ça qui fait cette odeur qu'on appelle à l'espagnol. Là, c'est bien, tu vois, c'est même fort. Et voilà. Ça va être bon tout ça. J'espère que vous avez faim, parce qu'il y a du merlu. Ah ben en tout cas, ça donne faim. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. C'est top l'acidité du vinaigre de cidre sur le poisson comme ça. Et j'adore le piment d'Espelette qui relève un peu. Franchement, je n'avais jamais goûté un poisson comme tu l'as fait toi. Je trouve qu'avec la tomate et tout ça, ça apporte de la fraîcheur. Et j'aime beaucoup cette façon de faire. Je ne départagerai pas parce que je me régale avec les 2. Moi, je dis un bon ex-aequo, ex-aequo. Ouais, un bon ex-aequo, ex-aequo. Bravo, les Super, chefs. merci beaucoup. Merci. Bravo mesdames déjà pour ce que vous faites chacune dans vos métiers, parce que ce ne sont pas des métiers faciles, et de voir des femmes qui prennent les choses en main. Et j'ai adoré ce moment de pêche avec toi, même si c'était pas toujours... Ça n'a pas toujours été facile, mais quand même tu t'es bien débrouillée. Et c'était un très beau moment avec toi. Ouais. Ah bah, plaisir partagé. Comme Alice et Nathalie, nombreux sont ceux qui contribuent à la richesse du Pays Basque. À l'intérieur des terres, dans une petite vallée reculée, nous partons à la rencontre de l'un d'entre eux. Michel Goycocha est pisciculteur. Il élève une truite d'exception devenue au fil des années une référence de la gastronomie. C'est la truite de Banca. Cette truite, on ne la trouve qu'ici, dans les bassins de Michel. Alors là, je les nourris. C'est le matin, tôt. Et là, c'est un moyen aussi, en les nourrissant à la main, comme ça, tous les jours, de voir leur état de forme. Là, elles sont hyper toniques, bien. Elles sont très bien, là. Le train de vie princier des truites de Banca fait pâlir d'envie. Nourries comme des fins gourmets, en bio, elles coulent des jours heureux pendant presque 5 années.
Là, je regarde leur taille. Celles-ci, elles approchent des 4 kg. Elles sont bientôt prêtes. On voit leur belle couleur là. La tête est cuivrée, le corps bien long. J'adore les regarder parce que donc elle est éclatante quoi, dans les couleurs, dans les nageoires. Le secret de la truite de Banca, c'est l'eau dans laquelle elle évolue. Cette eau qui prend sa source dans les montagnes est extrêmement propre et naturellement riche en oxygène. Elle est acheminée jusqu'à la pisciculture grâce à un canal construit sous Louis XIV. Le canal date de 1680, tout en pierre, des murs en pierre. Et comme le barrage, voilà, c'est un monument historique. Il est d'époque, il est toujours utile. C'est le père de Michel, alors bûcheron, qui dans les années 60 a eu l'idée de construire cette ferme sur le site d'un ancien moulin. Un pari fou pour l'époque. L'aquaculture n'en était alors qu'à ses balbutiements en France. Il n'y connaissait pas grand-chose en aquaculture, donc il a construit suivant son bon sens. Il a pensé plus confort du poisson. Je peux dire que 50 ans après, c'est génial. Et le poisson, il est toujours en train de nager à contre-courant et de faire un va-et-vient entre la chute et le fond du bassin. Donc on a recréé les conditions que le poisson a dans le torrent. Les petites truites naissent juste à côté des bassins. Dans l'écloserie, l'eau de source est à 12 degrés toute l'année. Des conditions optimales pour le développement des alevins. Alors aujourd'hui, ces alevins, ils ont 4 mois. Ils pèsent à peu près 7 grammes et ils mesurent à peu près 7 cm. Voilà. C'est fascinant quand on sait que tout est parti de neuf. On les a vus naître. Ils étaient tout fragiles. Et ils bougeaient à peine. Et puis on les voit là, en pleine santé, quoi. La truite de Banca est un poisson peu gras, riche en protéines. Des qualités qui lui ouvrent les portes de la gastronomie. Fumée, elle devient dans les années 90 un incontournable des plus grandes tables. Mais depuis 2014, c'est un tout autre défi que Michel s'est lancé. Celui de valoriser les peaux de ses truites. Aujourd'hui, il ne les jette plus, il les transforme. Alors je regarde déjà la taille, l'épaisseur, et regardez s'il n'y a pas de défaut, de trou ou autre. Et alors dans la truite, ce qui est sympa, c'est que c'est plein de petites écailles, et toutes ces écailles, au tannage, vont disparaître. Et il va rester l'emplacement de l'écaille. C'est des milliers de petites alvéoles qui donnent un cuir très très original. Donc on n'a pas deux peaux qui se ressemblent. C'est vrai que c'est joli le foncé aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. Obligatoirement dans la collection, il va falloir quelque chose qui se rapproche le plus du noir. Du noir, d'accord. Il aura fallu 2 ans de recherche à Michel, aidé par un artisan tanneur spécialisé dans les peaux précieuses, pour concrétiser son projet. C'est le bleu jean un peu. C'est pas sympa. Alors l'avantage, c'est qu'on voit un dégradé d'effet là, avec les écailles qui est très sympa. Et il n'y a pas de peau pareille. Tommy Bemal dessine des baskets depuis une dizaine d'années. Il est convaincu que le cuir des truites de Banca est parfaitement adapté à la fabrication des chaussures. Avec le cuir de truite, nous avons l'apparence des écailles qui rappellent le cuir de luxe qui sont le cuir de python, sauf que c'est de la truite. Le fait que ce soit un poisson qui soit élevé semi-naturellement fait qu'il n'y a pas d'hormones de croissance comme dans le saumon de masse par exemple, alors que là on a un produit qui est naturel et avec une peau qui est costaud et qu'on peut travailler sur de la chaussure ou d'autres types de maroquinerie. C'est quand même un super pari parce qu'il y a quand même une histoire de Pays Basque et avec un produit en plus très mode et un produit rare. Michel tient à ce que son élevage reste artisanal. Pour lui, c'est la clé pour en faire un produit authentique de qualité.
Un produit riche de son histoire, celle de sa vallée et de sa famille. J'ai cherché depuis le début à poursuivre l'œuvre de mon père. Je peux vivre dans mon pays et avec notre éthique. Quand on a cette chance-là, ben, c'est la plus belle des chances. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Julia, je suis Anto. Tu nous as trouvés. Ça va? Oui, ça va. Ça va, papa? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? On charge. On charge parce qu'on va à la montagne. Ah oui? Et aussi, on fait du fromage. Vous faites quoi comme fromage? Eh bien, du fromage de brebis. Il y a beaucoup de fromage. Hein? Mais là, tu as le fromage de toute la saison. On va prendre un fromage de début mars. C'est toi qui prends? Donc fromage de brebis. Oui. Affiné combien de temps? Là, il a 3 mois et demi. Alors, je te propose de rejoindre le camion et monter les brebis avec nous à pied jusqu'à la cabane. On y va, Aïda? Oui. Allez, en route à la montagne. Pourquoi on transhume? Eh bien, pour aller chercher de la nourriture ailleurs. On a passé toute la saison, donc de décembre à début juin, tu vois, ici. On transhume, on prend les brebis, on va en montagne et on appelle ça l'estive. Tu emmènes souvent tes enfants parce que finalement ils participent à la vie de la ferme. En fait, ils sont toujours avec nous, nos enfants. Je crois qu'on apprend aussi beaucoup de choses à l'école, mais beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. C'est une chance en plus de pouvoir être immergé comme ça dans le métier de ses parents, de pouvoir comprendre leurs contraintes et tout, et grandir en pleine nature. Bonjour. Je suppose que c'est Sylvain. Oui, le mari de Julia. Enchanté, Anto. Enchanté. Je fais la bise. Oui. Du coup, je comprends que l'on soit venu d'abord en voiture, parce que ça fait loin quand même. Oui, ça va. T'as vu? On y sera encore. Elles sont contentes de descendre? Celles qui ont des cornes, c'est aussi des brebis? Voilà, manège tête noire. Et parmi là, tu as 3 gros béliers que de toute façon, tu vas avoir. On y va? Anto, t'es prête? Je suis prête. Allez, Neige-Cac. Allez! Donc comment ça se passe? Il faut qu'on entoure le troupeau, Alors, nous, un devant, un derrière? Nous, on marche, tranquille. On marche et elles nous suivent. Voilà, c'est ça. Il était une bergère qui ronde petit patapon. Il était une bergère qui garde ses moutons, qui garde ses moutons. Parce que c'est quoi, tu marches pas toi, Victor? Un petit peu après, mais là... Un petit peu après, ça va prendre plus vite. Allez, on marche? Ouais. Parce que là, sinon, à 22h ce soir, on n'est pas en haut. Les 3. Tu cours, elles te suivent. Allez. Allez. Vous avez une très belle vue. Il y a une très belle vue, mais le problème, c'est que Oui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. je préfère les descentes. Ah oui, bah, je pense que tout le monde préfère les descentes. Avance, Raya, vas-y. Allez. Allez, c'est par là. Bon, allez. Allez, allez. Là, le passage se rétrécit, quoi. Ah oui. Ça fait longtemps que tu fais ce métier? Depuis 2006. 2006. 16 ans. 16 ans. Ah oui. Après, moi, je ne suis pas fils de paysan. Moi. Donc, c'est Mais une passion. comment tu es tombé dedans? Je sais pas. Parce que j'ai toujours fait que ça, des études agricoles. Et j'ai toujours travaillé dans l'agriculture jusqu'à m'installer à 25 ans. Ah oui, très jeune. Hein. Exactement. Et tu as réussi à convertir ta femme et tes enfants dans, Bon, dans la filière. C'était pas trop dur, ni l'un ni l'autre. Julia, elle était déjà dans l'agriculture. Et bon, les enfants, ils suivent.
suis ma main, là, regarde, t'as le caillot là. Donc c'est la petite maison qu'on voit tout là-haut. C'est ça, voilà. Tout ça, c'est les stiveux des brebis. On dirait presque la petite maison dans la prairie, tu vois, toute seule au milieu. Oui, c'est vrai. Le côté un peu perdu, tranquille. Et comment vous appelez, Cayolar? Oui. Ou sinon la cabane. On est arrivé. On entre. Allez. Anto, regarde. Là, la place du berger, c'est là. Là, regarde. Là. Vas-y, assieds-toi. Voilà. Pour surveiller les brebis. Ouais, regardez Anto, ça. la bergère. Et là, je disais, tu vois, là, t'as besoin de rien d'autre. Là. Ouais, T'es là. parce qu'une vue comme ça, elle n'a pas de prix. Hein. Moi aussi. Tu viens avec moi? Ah, c'est sympa. Donc voilà, notre cabane, une cabane qu'on loue. Alors tu vois, on vit en bas et on dort en haut. Voilà ta chambre. C'est top. Hein. En plus, voilà. La vue sur la montagne. Tu vas prendre celle-ci, elle est juste magnifique. Je vois que tu te définis plus comme paysanne. Est-ce que c'est un mot qui a plus de sens pour toi? On est paysans, on est des hommes de la terre. On vit sur un territoire en respectant la terre avec un petit T, avec un grand T, avec une biodiversité, avec ce qui y vit, la faune, la flore, nos bêtes. C'est ça un paysan. On en vit, on essaye. C'est dur d'être paysan aujourd'hui. Mais on aime notre métier, on n'imagine pas faire autre chose. Je pense qu'on a un rôle déterminant et très important. Déjà, on nourrit les gens. Je crois qu'on oublie beaucoup ça. Est-ce que c'est pas ça le bonheur? Je te retourne la question, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Coucou Julia. Salut Anto. C'est fou hein, tout ce brouillard. J'ai l'impression d'avoir la tête dans les nuages. Oui, là par contre, t'as la tête dans les nuages. On va aller chercher les brebis, on va les rassembler et on va aller les mettre au parc. Et on va les voir là? On va les chercher, oui. Ok, bah je me prépare. À tout de suite. Ah oui. Comparé à hier où on voyait des kilomètres, là on voit rien quoi. Non, rien. Ouais. Mais on va les trouver. On va les trouver. Si je me souviens bien de vos prénoms, donc on a Aitor, Alonia, Alaya. Des prénoms basques. Oui. Et vous faites partie de ceux qui veulent vraiment retourner complètement aux sources, de la langue jusqu'à l'éducation. On a les enfants d'Ikastola, donc ils sont en immersion en basque. Ikastola, ce sont les écoles basques, c'est ça, écoles primaires. Ouais. Et donc là-bas, ils parlent que en basque. C'est ça la force d'un pays, c'est la différence et c'est sa culture, c'est ses chants. Si les gens de loin voient l'hexagone France si beau et si fort, c'est grâce à ça. Ah, j'entends comme des petites cloches. On a retrouvé tout le monde. Allez. Non, elles n'étaient pas perdues. On va rentrer toutes les brebis pour regarder si tout va bien les pieds et surtout qu'il y en avait, elles avaient un peu d'ecthyma sur le nez. Après l'effort, le réconfort, quoi. Oui. Alors je me suis réveillée la tête dans les nuages et là je mange dans les nuages. On est bien là, mais il manque quelque chose quand même, non? Le soleil? Non, le fromage. La tombe de brebis. Bah oui, qu'on a ramené hier, parce que tout ce qu'on a vécu là, c'est pour le fromage. C'est vrai. Allez, on la goûte? Il n'y a pas de conservateur de croûte et la croûte est naturelle. Donc on peut la manger, oui. Déjà, ils sont très bons.
C'est très goûteux, un peu salé. C'est bon. Hein. Le fromage, c'est le résultat ou l'aboutissement de tout le travail qui est fait avant. C'est le travail entre la nature et les brebis et nous. Et donc, oui, bien sûr qu'on est fiers. Mais... Et moi, en tant que cuisinière, je serais fière de cuisiner un produit pareil. Merci Anto. Allez. Allez, allez. Timothée est berger. Comme tous les matins, il parcourt la montagne du Baïgoura. Pendant 7 mois, il va surveiller les 1000 brebis en estive. Allez. Allez, allez. Je commence le matin vers 7 h. Il y a une dizaine de troupeaux qui appartiennent à 10 éleveurs différents. Du coup, je fais la tournée de ces 10 troupeaux-là. On avance, on avance. Allez. Chaque troupeau a un parcours attribué. Du coup, là, a priori, elle reste sur le bon parcours. Ensuite, j'observe s'il y a des boiteuses. Si c'est le cas, je joins l'éleveur pour qu'on puisse faire les soins ensemble. Voilà. Bonjour. Bienvenue sur le Baïgoura. Merci. Moi, je suis en gros le berger qui s'occupe des brebis et j'essaye de faire que tout se passe bien entre les touristes, les gens du pays, les éleveurs de brebis et tout. Donc voilà, quand il y a un troupeau de brebis, l'idéal c'est de ne pas passer en plein milieu et de faire le tour parce qu'après ça les éparpille partout et voilà. Au revoir, bonne journée, merci beaucoup. Mon rôle, c'est d'abord de maintenir, on va dire, un équilibre entre les touristes, les éleveurs de brebis. C'est ça la mission principale, c'est que tout le monde puisse profiter de la montagne à bon escient. Timothée est un berger salarié. Il a été recruté par un groupement d'éleveurs et de propriétaires fonciers. Ensemble, ils gèrent la montagne de manière collective pour la mettre en valeur. Ce matin, il a rendez-vous avec un des éleveurs qui l'emploie, chez Martin Auchoberi. Ce dernier a décidé de réintroduire une race ancienne et rustique plus adaptée à la montagne basque. La Chachiardi. Pour lui, il faut valoriser les paysages en les entretenant grâce aux brebis. Il y a quelques années, beaucoup d'éleveurs ont arrêté la transhumance. Bon, en fait, la brebis était moins adaptée pour nos montagnes. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour de nouveau occuper cette montagne. Parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de bête, elle va se salir. Et donc, ça peut engendrer derrière des incendies. Allez, c'est au-dessus. Depuis ma petite enfance, je venais avec mon père ici sur ces pentes-là. À l'époque, la montagne était vraiment indispensable pour nos petites exploitations. Et donc, moi, j'ai voulu garder ça à tout prix. Pour elles, c'est des vacances, là, quand elles viennent ici. Pour nous aussi, quand on vient les voir, ça nous fait, pas des vacances, mais enfin, une balade agréable et utile. L'exploitation des montagnes par les hommes a de nombreuses vertus. Grâce au pastoralisme, la faune sauvage trouve habitat et nourriture. Brebis, potiocs et vautours fauves se partagent ce territoire aux écosystèmes très riches. Donc là, on s'approche de la tourbière, qui est donc entourée de ce barbelé. Ander Zubeldia est guide naturaliste. Aujourd'hui, il emmène ses collègues à la découverte de la flore protégée des tourbières. Et donc là, voilà, on voit plusieurs patchs de Drosera. La Drosera, c'est une plante carnivore. Donc sa stratégie, ça va être de piéger des insectes avec ces petites gouttes de colle au bout de ces filaments rouges. La montagne basque, elle est quand même constituée en mosaïque, avec une succession de milieux naturels assez différents. C'est vraiment l'activité humaine et l'élevage qui vont offrir à ces montagnes leur paysage.
faut imaginer que sans activité pastorale, la montagne serait essentiellement recouverte de forêt. En tant que naturaliste, moi ce qui me touche dans cette diversité de paysages, c'est qu'elle permet aussi une diversité écologique importante, avec de nombreuses espèces animales et végétales qui coexistent sur un espace assez réduit. Ces paysages variés, c'est justement ce qui attire au Pays Basque les amoureux de la nature. Vérification que tout est net, c'est clair, pas d'accroche de nœud. Donc ce sera Thomas. Doucement, doucement, voilà. Allez, prends possession de l'aile, déplace-toi au recentrage, d'accord, très très bien. Le site, de par sa topographie qui est très herbeuse, des petits dômes arrondis, l'apprentissage se fait tout en douceur. Tout ça, c'est dû vraiment à la topographie de ce Baïgoura, de ce site vraiment optimum pour le parapente. On a vraiment cette sensation d'avoir envie de rentrer dans le tableau. La montagne du Pays Basque se prête plus qu'une autre à ça parce qu'on est dans une proximité immédiate avec la nature. On peut voler d'ailleurs à toutes les saisons, ici. Et c'est jamais pareil. C'est l'endroit idéal en fait. Je suis bien à la ferme Landaldea. Oui, tout à fait. C'est l'accueil du jour? Oui, c'est ça. Et légumes bio de saison. J'ai rendez-vous avec Maëlys, je ne sais pas où est-ce que je Elle est en train de préparer les aromatiques. D'accord, merci beaucoup. De rien. Maëlys? Bonjour. Bonjour, je suis Anto. Maëlys, enchantée. Bienvenue. C'est immense ici. Et si je ne me trompe pas, c'est du romarin qu'on a là. Exactement. Tu fais une petite cueillette de légumes? Une petite cueillette pour faire une composition de grazing. Le grazing, c'est quoi? C'est un concept qui vient des pays anglophones, qui existe depuis une dizaine d'années déjà en Australie. J'avais découvert ça là-bas. Et le but, c'est de faire un tableau culinaire. Voilà, c'est une création où tout est comestible, mais c'est une mise en scène de fruits, de légumes, d'aromates, de fleurs comestibles. Voilà. Et tu es une sorte en fait de styliste culinaire, quoi. Exactement. Je suis curieuse de voir comment tu fais. Je vais t'emmener cueillir des fraises si tu veux. D'accord, je te porte ça. Merci. Je vois une jolie rouge là-bas. Elle ira très bien dans notre tableau. Hop. Et voilà. Là, je vois des petites fleurs de ciboulette aussi qui peuvent être utiles pour le plateau. Hop. Et hop, on y va. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut? On a tout. Waouh, c'est joli tout ça. En fait, c'est une sorte de dressage que tu fais, comme moi je pourrais le faire en cuisine, dresser sur une assiette. Exactement. Sauf que toi, tu vas dresser sur une assiette unique. Moi, ça va être un mélange de plein de choses sur un même plateau où on partage. Je suis curieuse de voir comment tu vas mettre tout ça en scène. Je commence toujours par le fromage. Pendant ce temps, on peut préparer les tomates coupées en deux, les fraises, les petites courgettes également. Et toi, tu es originaire de la région? Alors moi, je suis landaise. Ah, c'est pas pareil, mais c'est à côté. Voilà, mais c'est à côté, mais j'ai grandi entre les deux. J'avais ma mère qui habitait ici, sur Saint-Jean-de-Luz, et mon père dans les Landes, donc j'ai grandi dans les deux régions. Qu'est-ce qui te plaît ici? La simplicité des choses, de la vie. La vie est tranquille, la gastronomie évidemment.
Voilà, quand on a grandi ici, c'est difficile de quitter. C'est incroyable comme petit à petit ça prend forme, c'est vraiment comme une peinture. C'est exactement ça. On laisse parler sa créativité. Voilà. Et maintenant, on va faire une jolie photo pour immortaliser tout ça. Là, il s'agit d'un petit plateau à déguster, mais ça peut aller aussi de tables de 1 mètre jusqu'à 4,50 mètres, 5 mètres pour des vins d'honneur, des brunchs ou autres. Et donc là, on commence par ce qu'on veut, quoi. Voilà, le sucré ou le salé. En plus, les produits sont vraiment bons. Le but, c'est que ça plaise visuellement et ensuite qu'on se régale. Merci Maëlys de m'avoir fait découvrir le grazing. Je ne dresserai plus mes plateaux, même mes plateaux de fromage de la même façon. Je pense que je vais penser à toi, essayer de faire des choses un peu plus colorées, plus mouvementées, parce que c'est très beau. Avec grand plaisir. Tu m'enverras une petite photo comme ça. Oui, avec plaisir. Les jardins du refuge, propriété d'une congrégation religieuse, sont la dernière exploitation agricole d'Anglet. 25 hectares de terre au cœur de la ville, sur lesquels poussent des céréales et des légumes de saison en agriculture biologique. Donc là, il faut vraiment que tu fouilles à l'intérieur et que tu attrapes les plus gros que tu trouves. Donc c'est vraiment le piment idéal, il faut qu'il fasse 20 cm de long et qu'il soit vraiment tout droit. Et dans ce cas-là, il peut rentrer dans le label rouge du piment. Jean-Baptiste Vachette est responsable des cultures. Ce piment label rouge fait sa fierté et celle de son équipe. Une reconnaissance qui leur a permis de se distinguer des autres piments doux. Celui-là vient uniquement du Pays Basque. Alors avec l'habitude, on essaie de choisir les plus grands, les plus gros. Et on essaye de les récolter avant qu'ils deviennent mûrs. À la fin du 19e, un agronome a écrit un livre sur le refuge et cite donc la culture du piment doux, déjà à cette époque-là. Et donc c'est ancré dans la culture ici. Et ensuite, l'idée, ça a été de monter un groupement de producteurs pour un peu valoriser le produit et montrer qu'on fait un produit de qualité. C'est bon, vous pouvez venir jeter vos seaux. Il a une saveur douce et on va le faire c'est soit à la plancha avec du gros sel et d'huile, soit en omelette. L'histoire des jardins du refuge est intimement liée à l'histoire d'un abbé, le père Sestac. En 1838, il fonde Notre-Dame du Refuge sur des terres impropres à l'agriculture. À l'origine, il achète un domaine pour y accueillir des jeunes filles orphelines et des prostituées. Rapidement, les femmes sont plus d'une centaine et il faut les nourrir. L'abbé se lance dans l'agriculture corps et âme. Aidé par des religieuses, il fait des jardins du refuge un lieu d'expérimentation et d'innovation agricole. Sœur Jacqueline Bordenave se passionne pour l'histoire de l'abbé Sestac. Elle admire sa témérité quand il achète cette exploitation à la limite des dunes. Après cette exploitation, on trouve des sables, et des sables mouvants, et des sables entraînés par les vents, formant des dunes qui avancent et qui étaient la terreur des habitants. Et plus tard, le père Sestac achètera un certain nombre d'hectares de ces sables avec l'intention de voir si on ne pouvait pas tirer parti de ces sables. Le père Sestac amende les terres sableuses pour les rendre fertiles. En parallèle, il encourage alors les jeunes filles à participer à la vie agricole du domaine. Le travail de la terre, non seulement il fournit des ressources, mais aussi ça permet à ces jeunes de se reconstruire, de reprendre confiance en elles. Elles produisent des choses qui sont utiles pour elles et aussi pour les jeunes orphelines qui sont restées à Bayonne. Ça les restaure dans leur dignité humaine. Peu à peu, les cultures s'étendent et les dunes sont maîtrisées grâce à la plantation d'une forêt de pins.
le domaine devient le fleuron de l'agriculture locale. Un héritage encore bien vivant aujourd'hui. Donc ça, c'est la verveine citronnée. Celle-ci est très aromatique et très douce. On l'utilise dans les cas de pesanteur digestive après des repas lourds. Ça vient vraiment aider la digestion à se faire facilement. Et on l'utilise aussi dans des cas de troubles du sommeil mineur. Donc c'est très bien à prendre le soir. Comment on la taille? C'est assez simple. Elle repousse du bas, donc il n'y a pas de souci. Et on taille au-dessus d'un nœud. Le nœud, il est là. Peu à peu, les jardins du refuge s'ouvrent au public. Clara Maggiore anime des ateliers pédagogiques sur les plantes comestibles et médicinales. Un fonctionnement donnant-donnant où les élèves, des bénévoles volontaires, participent au travail des champs. Pourquoi ça m'intéresse les plantes? Parce que c'est un savoir-faire ancestral qui a été oublié au fil des générations et que les jeunes générations, pour moi, doivent se réapproprier ce savoir-faire et les connaissances qui vont avec. L'objectif, c'est de partager et de transmettre. Là, ça fait 2 ans qu'on met en place des ateliers pédagogiques pour ouvrir les consciences sur l'écologie et sur l'agriculture et faire autrement pour avoir quelque chose de durable. Ceux qui font vivre les jardins du refuge ont su conserver les valeurs du fondateur des lieux, en perpétuant encore aujourd'hui les missions sociales et d'éducation qu'il s'était fixées. Remercier tous ceux qui m'ont fait découvrir cette belle région du Pays Basque, j'ai décidé de leur faire un plat avec des produits locaux, mais que je vais retravailler à ma façon. Pour la recette, je propose de faire du porc quintoa, qui est un porc basque, et ce sera rôti avec des légumes de la région. J'ai du piment, des oignons nouveaux. Le porc sera servi avec une sauce chocolat. Alors ce n'est pas du chocolat basque, mais du chocolat qui vient du Gabon, et on l'appelle chocolat indigène. On va avoir une petite poudre qui va nous permettre de faire la sauce. Et je vais mettre mon gras qui va fondre. Et vous entendez, ça on dit ça chante. Je vais déglacer. Je vais préparer une petite pâte de condiments, que ce soit en Afrique, aux Antilles, dans les Caraïbes. On a toujours besoin de cette petite pâte de condiments pour bien assaisonner nos viandes. Bonjour. Salut. Bienvenue. Merci, dis donc, t'as tenu 100% basse. Oui, j'ai mis le béret, le tablier. Je te présente Aurélie, mon associée. Enchantée. Alors, je vous emmène dans le jardin parce que je ne suis pas encore prête. Tu as choisi une maison qui est particulièrement belle. Hein. Ah bah, attends, maintenant, ça y est, je fais partie du décor. Donc voilà, un super cadre pour prendre l'apéro. C'est magnifique. Bonjour. Bonjour. Tout le monde arrive en même temps, c'est super. Salut Anto. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais un peu vous présenter. Clémence et Aurélie qui font des balades gastronomiques en van. Cyril qui m'a appris à faire du chocolat. Anthony est cuisinier comme moi, il est sur Biarritz. Et on a nos marins pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz, Alice et Stéphane. Bonjour. Donc je propose qu'on prenne un petit apéro avant de passer à table. Mais il n'y a que des bonnes choses. Ah bon, un petit coup quand même. Oui. Ah ben oui. Allez. Comment on dit santé en basque? Oshashuna. 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 Ah, t'as découvert du Pays Basque. Oui.
Bon, je suis désolée, mais je suis un peu à la bourre, donc je vous laisse commencer. Moi, je finis dans les casseroles et après, je reviens vous dire quand tout est prêt. Ça va, Anto? Ça va. T'en sors? Tu veux un coup de main? Je veux bien. Alors. Allez, bon, on est combien alors? On est 7. Moi, j'aime pas mettre trop sur la viande, je mets toujours un peu sur le côté comme ça. C'est prêt. Waouh! Et ça sent très très bon. Alors, bienvenue au Pays Basque. Vous avez du porc de Quintoa qui a été rôti. Et vous avez une sauce chocolat. Bon appétit. Eh ben, parfait, bon appétit. Merci, Anto. Ben, c'est très bon, Anto. Puis ce côté sucré-salé, tu vois, en plus, moi je crains, mais là c'est très bien équilibré. C'est la première fois que je goûte ça, c'est super bon. Merci. Ah, moi, je trouve ça génial que tu aies réussi à t'approprier les produits du Pays Basque et puis les associer avec des produits de ton pays, de ta région, de tes origines. Et je trouve que le mélange est juste très équilibré. Et puis, je suis ravie de pouvoir goûter ta cuisine aussi parce qu'on s'est rencontrés, je t'ai présenté 2-3 producteurs du coin et puis de découvrir ce que tu fais, c'est énorme. Au Pays Basque, à ta venue. Oui. Ouais. Tu reviens quand tu veux, ouais. Ouais, ah bah oui. Vu comment on accueille ici, c'est sûr, je reviendrai. Ah bah avec plaisir. Hein. C'est ici que s'achève cette échappée gourmande au Pays Basque. De l'océan à l'intérieur des terres, j'ai été fascinée par cette région du sud-ouest aux multiples facettes. Les Basques sont des véritables gardiens de leur tradition et fiers de leur culture qui font la richesse de leur patrimoine gastronomique. Vous pouvez regarder cette émission en replay et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles échappées belles et comme on dit ici, adieu.